Bon, on va commencer la session avec l'équipe de Robert Debré, qui reste dans la thématique un peu des bassins obliques et des courbures lombaires structurelles associées à un angle ilio-lombaire non réductible. Merci. Donc, chers confrères, chers modérateurs, je vous remercie de m'avoir invité à vous présenter ce travail. Donc, peut-on proposer une chirurgie aux patients atteints de scoliose idiopathique de l'adolescent et présentant des courbures lombaires structurelles associées à un angle ilio-lombaire non réductible réalisé au sein de l'hôpital Robert Debré. Donc, le choix du niveau de fixation distale reste difficile dans les courbures structurelles lombaires. Donc, en tant que courbure structurelle lombaire, on considère les Lenke 3, 5 et 6. Surtout s'il existe une importante gîte frontale rendant difficile le rétablissement d'un alignement frontal satisfaisant, une dystrophie de L5 avec une forte rotation de L4 et un angle ilio-lombaire défini par le plateau supérieur de L4 et la ligne reliant les deux pieds des sacro-iliaques non réductibles. De plus, la réductibilité de ces courbures, du fait souvent d'un conflit iliocostal précoce, rend difficile d'étudier la réductibilité de cet angle ilio-lombaire. Et se pose la question de que faire si cet angle ne se réduit pas. Décider de faire une chirurgie avec une réduction de cet angle imparfaite ou parfois patienter et faire des chirurgies avec une extension plus distale, plus tardive. L'objectif principal de cette étude était donc d'évaluer en post-opératoire la réduction de l'angle ilio-lombaire chez les patients avec un angle ilio-lombaire non réductible en préopératoire. Il s'agissait d'une analyse rétrospective d'une cohorte de scoliose Lenke 3, 5 et 6 opérée entre 2017 et 2021 avec un suivi minimum de 2 ans et constituée de 2 groupes avec les courbures considérées comme réductibles et non réductibles. Les courbures non réductibles étaient celles qui avaient un angle ilio-lombaire supérieur à 10 degrés sur les clichés debout en préopératoire et une réductibilité de moins de 50% sur le meilleur cliché en réductibilité, à savoir le bending et le cliché couché. Ont été définies 3 catégories de résultats post-opératoires en fonction de l'angle ilio-lombaire résiduel, avec les résultats excellents avec un angle de moins de 5 degrés, les résultats acceptables avec un angle entre 5 et 10 degrés, et le résultat était considéré comme mauvais si cet angle était de plus de 10 degrés. Donc, notre cohorte était composée de 122 patients, 30% de non réductibles, une majorité de femmes et un âge à la chirurgie d'environ 15 ans. Sur l'analyse radiographique en post-opératoire, on pouvait observer que la réductibilité dans les groupes réductibles était 2,5 fois plus grand que dans le groupe non réductible en préopératoire. Au dernier recul, il n'existait pas de différence entre les deux groupes, entre l'alignement frontal avec une C7-CSVL à 8 et 9 entre les deux groupes, la réductibilité du COB et l'angle ilio-lombaire. Quand on étudiait l'objectif principal, on observait que chez 99% des patients du groupe réductible, on avait un résultat excellent ou acceptable. Et la même chose était observée chez les patients du groupe non réductible, avec 97% des patients qui avaient un excellent ou résultat acceptable au dernier recul. Entre ces deux groupes, on ne retrouvait pas de différence sur le SRS 30 au dernier recul. Ont été relevés 3 pseudarthrodèses asymptomatiques L3, L4 au dernier recul et aucun patient n'a nécessité de reprise au cours de l'étude. Ainsi, il semble tout de même dans les courbures structurelles avec des courbures raides et une CSVL ne croisant pas L3 de plutôt s'orienter vers une fixation en L4 afin d'assurer une meilleure réductibilité de l'angle ilio-lombaire et ce afin de diminuer le risque d'Addington. La mesure de l'angle ilio-lombaire permet de prendre en compte l'obliquité pelvienne comparativement au seul tilt de L4. Il est décrit dans les études que le tilt résiduel de L4 doit être inférieur à 10 degrés et au mieux à 5 degrés afin d'avoir un résultat au long terme satisfaisant et un meilleur équilibre frontal.
Il semble donc, grâce aux résultats de cette étude, de dire que les techniques chirurgicales modernes, notamment avec la réalisation d'arthrectomie, voire d'ostéotomie de Pontet, l'utilisation des vis uniplanaires, mais aussi les manœuvres de contraction et de distraction sur les implants, permet d'obtenir ces objectifs de réduction chirurgicale. L'intérêt de la radiographie péropératoire est là aussi à noter, permettant de s'assurer de la réduction de cet angle durant la chirurgie. En conclusion, les techniques chirurgicales permettent une réduction acceptable de l'angle ilio-lombaire. Elle peut être même proposée même chez les patients qui semblent avoir un angle ilio-lombaire non réductible sur les clichés en préopératoire. Et un angle ilio-lombaire de plus de 5 degrés au dernier recul n'avait pas d'impact sur le résultat fonctionnel, notamment sur les scores. Dans les limites, on pourrait relever que le suivi n'allait pas au-delà de 2 ans pour la plupart des patients et que cette étude ne prenait pas en compte l'équilibre des épaules et la dystrophie de L5. Merci de votre attention. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, j'ai juste une remarque à faire sur l'introduction que vous avez faite, à savoir, est-ce que finalement, un patient qui a un angle ilio-lombaire non réductible, est-ce que c'est vraiment légitime de dire on ne l'opère pas et on le laisse pour plus tard pour qu'il ait une fixation au bassin ? C'est la question à laquelle on cherchait à répondre, en fait, parce que avant, on se disait, est-ce que chirurgicalement, on va réussir à avoir un bon résultat ? Parce que si on a un mauvais résultat avec en plus une arthrodèse qui peut s'étendre parfois jusqu'en thoracique haut, on avait un risque de dégénérescence d'Addingon, de wedging discal qui était augmenté. Or, là, on tend à penser qu'avec les techniques chirurgicales, on peut réduire de façon efficace l'angle ilio-lombaire même chez ces patients et que donc, du coup, il n'y a aucune raison d'attendre a priori, de ensuite leur faire une fixation qui pourrait s'étendre jusqu'au bassin plus tard. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je veux dire, est-ce que finalement il n'y a pas un risque de dégénérescence discale aussi si on les laisse non opérés ? Si, et est-ce que la dégénérescence discale, elle ne serait pas quand même moins rapide avec un angle ilio-lombaire même imparfaitement corrigé ? C'est ça que je veux dire. Oui, après, a priori, dans les études qu'on avait relevées quand on avait fait la revue de la littérature, un angle ilio-lombaire non réduit était quand même lié à un mauvais résultat au long terme. Oui. Une petite question. Si on a du mal, parce que l'inclinaison du tronc est gênée par un conflit, est-ce qu'on ne peut pas faire des clichés en traction, soit avant, soit au moment de l'anesthésie, sous anesthésie générale, ce qui permet d'épargner parfois un niveau ? Et je fais une petite remarque complémentaire. Il est possible aussi de faire des temps antérieurs qui font des corrections avec des instrumentations antérieures, bien que ça ne soit plus dans l'air du temps et qu'il n'y ait plus beaucoup de fabricants des... On en a trouvé un quand même, hein. Il n'y a plus beaucoup de fabricants de matériel antérieur. C'est parfois utile pour épargner un niveau. Merci. On va passer à la communication suivante. Donc, monsieur Haït Ouarab, qui va nous parler des kyphoses majeures et de leur traitement chirurgical. Bonjour. Donc, on va comparer les traitements par instrumentation sans greffe et ostéotomie dans les kyphoses et kyphoscolioses majeures. Brièvement, l'instrumentation sans greffe, c'est 2 abords où on met 8 implants en proximal, donc de pince pédiculo-lamaire et 2 pinces pédiculo-lamaires de part et d'autre, et 3 paires de vis en distal. On glisse les tiges, soit 2, soit 3, soit 4, on verra selon les cas, reliés par des dominos, et les tiges sont glissées sous la peau. Donc on pratique une pression directe sur les tiges distalement et précintrées. Donc la préparation est très importante dans l'instrumentation sans greffe, puisque
un travail bipolaire, le plus souvent par traction allofémorale. Un peu moins pour l'Ilizarov, on a eu 7 cas. Donc, pour les ostéotomies, notre préférence va à l'ostéotomie modifiée par Ibrahim Obeid, le MCOO, qui consiste à réséquer un coin à base postérieure qui finit à la moitié ou aux 2 tiers antérieurs du corps vertébral. Ça fait moins saigner, on gagne beaucoup plus dans l'ostéotomie. Petite remarque, dans les kyphoscolioses, donc quand il y a une scoliose importante associée, on va d'un seul côté, on retire donc les 4 cm de côte et on résèque une grande partie du corps vertébral. On arrive à réduire en faisant une sorte de clasie de la charnière contralatérale. Donc l'étude a comporté 135 patients, dont 94 instrumentations sans greffe et 41 ostéotomies, dont 4 vertébrectomies pour hypercyphose et scoliose. Il y avait donc beaucoup plus de femmes que d'hommes. Voilà un peu les localisations. Donc on a séparé en 3 groupes, cervicothoracique et thoracique haute, les instrumentations sans greffe et les ostéotomies. Donc voilà, les localisations. Donc l'autre groupe thoracolombaire et lombaire jusqu'en donc de T8 à L1 et les lombaires, de L2 à L5. Donc pour les étiologies, donc la plupart des étiologies étaient malformatives dans 62% des cas, idiopathique infantile à évolution grave 16 fois. Neurofibromatose, traumatique, infectieuse et spondylarthrite ankylosante. Les résultats, donc, le temps opératoire était un peu plus important dans les ostéotomies qui étaient de environ 6 heures et en moyenne et 4 heures pour les instrumentations sans greffe. Le saignement était 2 fois plus important dans les ostéotomies, c'est évident. Le durée d'hospitalisation était de 8 jours environ pour les ostéotomies et 5 jours pour les instrumentations sans greffe, sans compter bien sûr la préparation. Pour le gain angulaire, donc l'indice de satisfaction était un peu supérieur dans les ostéotomies et le gain radiologique. Donc, pour les complications, évidemment, dans les ostéotomies, il y avait beaucoup plus de complications. On a 2 décès à déplorer. Donc, pour nos indications, le niveau de la déformation est très important dans les indications. L'âge, c'est-à-dire un enfant avant RICER 3 et après RICER 3, l'étiologie et présence de malformation médulaire, qui est très importante. Donc voilà, un peu on sépare les cervicothoraciques et thoraciques hautes. Pour les enfants, donc les early onset scoliosis et les enfants avant RICER 3, on essaie de privilégier l'instrumentation sans greffe quand on peut, quand la réduction se fait. La radiostraction, j'oubliais, est très importante. Quand la réduction est supérieure à 30%, on arrive en tractant l'enfant environ 15 jours à privilégier une instrumentation sans greffe. Sinon, on va vers les ostéotomies. Cas particulier, les hémivertébrectomies sont évidentes quand elles existent. Chez l'adulte, c'est la même chose. On essaie d'éviter quand même les ostéotomies. Une courbure assez souple, on arrive à tracter 20 jours et faire une arthrodèse. Quand elles sont très raides, l'ostéotomie ou l'Ilizarov, qui est quand même astreignant, a donné de très bons résultats pour éviter les ostéotomies. Voilà un exemple donc, chez une fille de 12 ans, une neurofibromatose opérée en 2020. Sous traction, elle avait 35% de réduction. Donc on a préparé en 15 jours. On a eu un très bon résultat. Par contre, ce garçon qui a la même chose, une neurofibromatose, mais une kyphoscolose très raide, on a été obligé de faire une ostéotomie malgré son âge, où le résultat est tout aussi bon. Donc, kyphose majeure, c'est une dame de 36 ans, raide, donc impossible de pratiquer une instrumentation sans greffe, pas beaucoup d'ancrage proximal. Donc, de part et d'autre, on a dû enlever les 2 côtes, ostéotomie, et résultat très satisfaisant. Donc, on passe aux kyphoses thoraciques et thoracolombaires. Même chose chez les enfants, on essaie de privilégier l'instrumentation sans greffe. On y arrive souvent, puisque là, on a assez d'espace pour avoir un bras de levier intéressant pour pouvoir pousser sur la déformation.
dans les blocs vertébraux et les autres malformations, on a réussi, ou les traumatiques, etc. On a pu faire des ostéotomies. Chez l'adulte, donc la radiosoustraction qui révèle une certaine réduction, on arrive à quand même réduire soustraction de 20 jours et faire un bipolaire, une arthrodèse, sinon Ilizarov ou ostéotomie après, quand c'est vraiment très raide. Voilà un exemple d'une fille de 13 ans. Syphose thoracolombaire, bloc antérieur, d'aggravation rapide. Donc, c'est un bloc vertébral très important. La famille a refusé l'ostéotomie. Nous avons fait une instrumentation sans greffe qui a donné un excellent résultat. Donc, même chose, mais... On va vous demander de terminer, s'il vous plaît. Oui. Bon, on va essayer de conclure. Donc, là, une syphose scoliose sévère pour laquelle on a fait une ostéotomie, une vertébrectomie, pardon, idiopathique infantile. Malformation sévère, on privilégie l'instrumentation sans greffe après traction. Neurofibromatose, les scolioses lombaires. Là, la fille elle avait 5 cm d'inégalité. On a donc égalisé d'abord et les vertèbres n'avaient pas de pédicule pratiquement à cause des scallopings. Nous avons fait une instrumentation sans greffe. Même chose, malformation lombaire basse, syphoscoliose lombaire basse, instrumentation sans greffe. Et un dernier cas, cette fille qui avait une syphose sévère a pris une laminectomie élargie, on ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Donc on a fait une instrumentation sans greffe qui a donné un très bon résultat. On a dû cintrer les tiges car la moelle était à nu. Voilà les conclusions. Donc rachis thoracique haut, les ostéotomies sont en supériorité par rapport aux instrumentations sans greffe. La charnière thoracolombaire en thoracique bas, ça se concurrence avec le bipolaire. Et il est logique, le bipolaire, quand il y a les malformations médulaires. En rachis lombaire plus bas, c'est un peu plus difficile. On essaie toujours de rétablir la lordose tant qu'on peut, idéalement par les ostéotomies. Merci. Des questions ? On n'a pas assisté réellement à une vraie comparaison, là. Non ? C'est-à-dire ? Je n'ai pas très bien saisi la comparaison. Vous ne comparez pas vraiment les patients, parce que vous avez des indications différentes en fonction de la déformation. De l'étiologie. Et, oui. Oui, mais il y a des patients auxquels on aurait pu faire des ostéotomies, ou une ostéotomie ou une instrumentation sans greffe. Parfois, c'est les patients qui ont refusé, quand c'est les ostéotomies, ou parfois, c'est la malformation médulaire. On en a beaucoup chez nous, diastomatomie associée à une moelle basse fixée, etc. On préfère ne pas aller faire des ostéotomies sur ces grosses moelles. On ponte les choses en tractant et... Ça, j'ai bien compris. Donc, ce n'est pas une réelle comparaison. C'est-à-dire que vous avez deux séries avec des indications différentes. C'est pas toujours des indications qu'on a voulu, nous. J'ai bien compris. C'est parfois les patients qui nous... Oui, Stéphane. Oui. Bonjour. Oui, je voulais remercier Malek. C'était un beau topo, mais tu étais un peu stressé. Alors je te dis, c'était un beau topo quand même, avec des photos convaincantes. Et je voulais quand même poser une question. C'est-à-dire, tu nous as montré des zones là, de blocs. Qu'est-ce que ça fait, le bipolaire sur le bloc? Ça le déforme? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience là-dessus, puisque tu vis ça et tu nous montres des exemples? Est-ce que tu peux décrire ce que ça fait? C'est une ostéotomie, tu retires un coin, tu comprends. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Ça le déforme différent. Progressivement? C'est différent. Je pense qu'il y a des phénomènes de compensation au-dessus et en dessous. Quand on calcule la syphose régionale, elle est très améliorée, quel que soit, dans l'ostéotomie ou dans les instrumentations sans greffe. Mais localement, un bloc sur 5 vertèbres, ça ne touche pas le bloc. Mais quand on prend l'angle au-dessus et en dessous, on a une réelle amélioration. Maintenant, à long terme, c'est des enfants qu'on a opérés il y a 7, 8 ans, maximum 9 ans. À très long terme, on n'a pas de recul. Mais pour l'instant, on a eu des déboires, comme j'ai montré, des fractures de tige. La petite qui avait le bloc vertébral, à 2 reprises, tellement il y avait des charges sur le connecteur, les tiges se sont retirées du connecteur. On a dû mettre des tiges un peu plus longues et jacksoniser les tiges pour mieux stabiliser. Ça, bon, j'ai pas eu le temps de parler de tout ça, mais
Depuis combien de temps vous utilisez les fusions sans greffe, les fusions Moi-même. sans greffe, les Moi-même, instrumentations sans greffe? Moi, j'ai commencé en 98. En 98. Ouais, donc ça veut dire que vous avez du recul sur ces malades-là? Oui, on utilisait les tiges de Meaux à Mustapha, à l'hôpital. Oui, j'entends bien, mais ça, Ensuite, là, oui. là, Mais ça, non, les bipolaires depuis 2014, je crois, 2013-2014. Et quel est votre sentiment à la... Moi, je vais vous dire, j'ai mon idée. Quand c'est une déformation type calvicieux ou bloc vertébral, je préfère faire une ostéotomie. Comme il posait la question à Stéphane, c'est plus logique. Mais on a des situations, nous, où les malformations médulaires, les diastématomies, etc., je préfère ne pas aller faire une ostéotomie et branler la moelle sur ce type de... Et on a de très bons résultats. Bon, je n'ai pas eu le temps de montrer, il y avait un cas. La question, ce n'est pas sur le résultat, c'est sur le suivi. C'est-à-dire le suivi Si vous... En fait, la question, c'est plus dans le design, c'est-à-dire pourquoi comparer une instrumentation sans greffe à une arthrodèse avec une ostéotomie. Dans ce cas-là, pourquoi pas comparer... pourquoi vous faites une instrumentation sans greffe? Dans ce cas-là, pourquoi pas faire une arthrodèse, mais sans ostéotomie? Puisqu'on peut quand même imaginer que sur une correction où on n'a pas de fusion solide, on va finir par avoir un bris de matériel. Ah non. Ouais. Excuse-moi, Malek. J'éclaircis certains points parce que le bipolaire, on a commencé à le faire ensemble en Algérie. On a opéré beaucoup de syphose. Et c'est extraordinaire, la puissance de correction d'un montage bipolaire sans toucher au sommet de la syphose, sans toucher au bloc vertébral. La correction, elle est obtenue, je dirais, à 2/3 par une ouverture des espaces au-dessus, en dessous. Et puis le tiers restant, ça se passe dans le bloc vertébral par ostéoclasie. On a réussi à déformer des blocs vertébraux, à les aplatir et à obtenir une correction, une très bonne correction. Et c'est impressionnant, on a commencé ça ensemble et les résultats étaient vraiment... Il y a une différence très importante puisque c'est une chirurgie mini-invasive. Chez eux, la banque du sang n'existe presque pas. Ils n'ont pas de service de réanimation à la hauteur. Donc faire une ostéotomie, c'est lourd et c'est risqué. Et quand on obtient le même résultat, voire plus avec le bipolaire, parce que c'est un montage lent, et on a un bras de levier qui permet de corriger de façon extraordinaire, donc on peut, dans ces cas-là, privilégier l'instrumentation. La question que je posais, c'est la pérennité de ça. Oui, absolument. Et il n'a pas répondu. Malek, les cas que nous avons opérés en 2012, en 2013, comment ils vont? Dis-leur comment ils vont. On a un grand recul maintenant. Quand même, c'est... C'est une question, c'est pas une critique. Voilà. Oui, je questionne. Vous faites la pérennité, une instrumentation sans greffe, ce qui est l'inverse de ce qu'on a appris, quelque part, sur des déformations qui sont quand même très rigides, très importantes. Et la question que je pose, c'est comment ça vieillit tout ça? Alors, ça se fige, ça consolide. Ça consolide parce que... Alors, vous êtes en train de me dire que quand on met de la greffe, ça ne consolide pas, et quand on n'en met pas, ça consolide. C'est ça l'histoire. Attendez. C'est une question. Non, mais à quel moment je cherche. On va peut-être poursuivre la discussion parce qu'on est un peu pris par le temps. On continuera au café tout à l'heure. C'est tout. Non, mais je peux donner une réponse modérée. Allons-y. Je vais vous dire. Allons-y. Parce que nous, on fait ça depuis 10 ans. Et donc, l'idée est d'obtenir l'ankylose ou l'enraidissement du rachis dans une position intermédiaire voulue. Et c'est une course entre la métallurgie, les tiges, et l'enraidissement de la colonne vertébrale. Exact. Et cette course, elle n'est pas toujours gagnée d'avance. On a eu des fractures de tiges. Pas dans les scolioses neuromusculaires qu'on a montrées ce matin. Ça marche très bien. On n'a aucun regret là-dedans. Mais chez les sujets marchands, normaux, il y a avec le montage initial, incontestablement, c'est plutôt il y a eu beaucoup de ruptures de tiges. En tout cas, il y en a eu plus que si on fait une arthrodèse, avec beaucoup moins d'ennuis médicaux. Maintenant, on est en train de changer la technique, d'une part. D'autre part, il y a quand même des gens chez qui on a des scanners qui montrent que c'est entièrement enraidi, la colonne vertébrale, et ankylosée. Mais ça, j'en doute pas. On sait très bien ça. On a des images. Donc ça existe.
mais c'est encore en étude. On a l'espoir qu'avec 4 tiges, on y arrive, que cette course, on va la gagner, mais il y a encore des réserves. Ce n'est pas l'état de l'art, c'est la position qu'on a actuellement. L'autre chose qu'on remarque dans les diapos, mais c'est passé très vite malheureusement, c'est l'étendue de vos montages quand même. Ah, oui. Ça ne change rien à la technique. C'est-à-dire, tu ne changes pas ta technique. Si tu veux faire D5L1, tu ne vas pas faire bipolaire. C'est-à-dire, c'est fait. Ça. Ah non, tu fais ça, c'est pour une arthrodèse. C'est les gens à qui tu ferais, je sais pas, T4 L5 ou T4 sacrum. Ça ne change pas le problème de l'indication. Ça change. Je crois que c'est important. Sur la correction des syphoses, ça peut changer les niveaux quand même. Pourquoi ? Sur la correction d'une syphose thoracique haute où on n'est pas obligé de descendre au bassin, si on fait une arthrodèse, tu peux faire si on fait une distraction en t'arrêtant en lombaire. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé, le principe de la technique ne change pas l'indication. Il y a une question sur la pérennité. C'est évidemment la question centrale que tu as posée, parce que tu sais bien ça. C'est la question de fond. Mais le reste, tu peux adapter, il n'y a pas de problème. Ok, merci en tout cas. Belle diapo. On va appeler l'équipe de Bordeaux. Ils sont à distance. Ah oui, c'est une présentation à distance. Enregistrée. Enregistrée, c'est encore pire. On ne peut pas poser de questions, on ne peut rien dire. Bonjour. La prédiction des risques de syndrome jonctionnel est un élément important dans l'analyse de la littérature aujourd'hui. Pour essayer de mieux l'appréhender, nous avons utilisé l'angle de inclinaison cervicale, en anglais CIA, pour prédire l'apparition d'un trouble jonctionnel post-opératoire après arthrodèse thoraco-lombaire. Travail réalisé avec l'équipe de Bordeaux. Le complexe crânio-cervical est rarement analysé dans la balance sagittale, la plupart des articles s'arrêtent en C7, mais pourtant il a un rôle essentiel dans les mécanismes de compensation post-opératoire. L'angle d'inclinaison cervicale est un angle mesuré entre l'apex de C2, qui est proche du centre de gravité du crâne, et une ligne horizontale qui passe par le centre du plateau supérieur de la vertèbre thoracique d'intérêt, qui, dans le cas de cette étude, est donc ce que l'on appelle en général l'UIV, le Upper Instrumented Vertebra. Angle que l'on a décrit en 2018 à la suite d'une étude clinique. La mesure de cet angle dans une population saine multiethnique qui représente 468 adultes dans 5 pays différents montre des variabilités qui sont extrêmement faibles entre T1 et T12. Le CIA est maximal en T12 et minimal en T5 et il est en moyenne de 80 degrés, plus ou moins 5 degrés. Le CIA est corrélé avec l'âge des patients, la syphose thoracique, l'ODHA, donc odontoïde hypaxis, et la pente de C7. Il apparaît être donc un facteur important pour l'analyse de l'équilibre sagittal de la partie supérieure du corps, surtout lorsqu'il y a une arthrodèse en dessous. Et il rend compte des autres facteurs déjà décrits. Lorsque le CIA devient faible, inférieur à 65 degrés, cela se traduit en général par une syphose locale importante que l'on peut considérer même comme anormale. Plus le patient présente un déséquilibre antérieur, plus le CIA diminue, plus l'ODHA augmente et plus la pente de C7 augmente, comme on peut le voir ici. Donc le but de notre étude, c'est de dire que l'angle CIA prédit le risque d'apparition de syphose jonctionnelle post-opératoire dès le planning préopératoire. C'est une étude rétrospective de données collectées prospectivement. C'est une chirurgie par voie postérieure entre 2019 et 2022, et tous ces patients avaient reçu une tige sur mesure. Ils ont tous eu une arthrodèse thoraco-lombaire sur au moins 5 niveaux, souvent beaucoup plus. Les facteurs étudiés, ça a été l'angle CIA et la distance horizontale entre la vertèbre instrumentée supérieure et la ligne verticale passant par C2. Les mesures réalisées ont été faites sur les os préopératoires, les os post-opératoires immédiats,
et les EOS à distance. Et donc, la prédiction a été faite selon la variation du CIA en post-opératoire immédiat, comparaison par rapport au planning pré-op. L'application de la prédiction, par exemple sur ce patient, une femme de 65 ans, analyse du CIA, la vertèbre instrumentée supérieure T12, en pré-op le CIA 74,8, en post-op 73,4. La prédiction de variation du CIA au niveau de l'UIV est donc possible et on voit que au niveau de l'UIV, eh bien, ce CIA, il est bas parce que normalement, il devrait être aux alentours de 84 degrés et il n'est que de 73 degrés. Donc on a une différence de 10 degrés entre la théorie et le post-opératoire immédiat. Alors est-ce que c'est prédictif? Le planning, c'était d'obtenir 80, mais c'est pas ce que l'on a obtenu. Donc on a analysé le patient en partant du fait que là, le risque était élevé puisqu'on avait 10 degrés d'écart. Eh bien, ça s'est révélé exact puisque l'évolution clinique a montré au follow-up à 3 mois que ce CIA avait encore diminué, il était passé à 67 degrés avec une augmentation de la syphose thoracique, une augmentation du bras de levier appliqué sur cette dernière vertèbre instrumentée et apparition d'un PGK à 3 mois. D'où l'importance de respecter le planning. En fait, il aurait fallu restaurer plus de lordose en L4-S1, ce qui n'a pas été fait, sans doute du fait que ce patient avait une anomalie transitionnelle. Donc, le résultat d'une série de 26 patients qui a été analysée, opérés avec ces arthrodèses jusqu'au sacrum, plus de 6 niveaux, par rapport au planning pré-op pour le CIA, eh bien, le CIA post-op a été atteint dans 23 cas, et l'objectif n'a pas été atteint avec plus de 10 degrés d'écart dans 3 cas. Et ces 3 cas ont montré un PGK supérieur à 15 degrés. Et 2 PGK sont symptomatiques et 2 ont été réopérés. Un est non symptomatique, mais il est toujours suivi. Les résultats clés. En routine, le CIA peut être utilisé pour prédire l'apparition du PGK sur des montages longs avec prise sacrée. La planification chirurgicale doit intégrer ce paramètre. Le point clé, c'est la vérification péropératoire du planning. Les tiges sur mesure sont une aide très précieuse, mais qui n'empêche pas de mesurer sur table la planification souhaitée. La corrélation avec les résultats cliniques sur une plus grande série multicentrique est souhaitable pour confirmer ces résultats préliminaires. Je vous remercie. Des questions? Des remarques, puisqu'il n'y a pas d'orateur? Je ferai 2 remarques. C'est-à-dire, on est surpris d'arriver, on avait déjà les compagnies américaines, maintenant il y a la CIA, donc ça commence à être inquiétant. Et la deuxième remarque, c'est que, est-ce que ça nous apporte quelque chose par rapport c'est un angle de plus, est-ce que ça ne nous suffit pas dans notre arsenal d'angles? Parce que là, après tout, si on regarde bien les angles de lordose, on voit bien qu'ils ne sont pas ce qu'il faut. On voit bien que la ligne de gravité ne va pas dans le sacrum. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de savoir qu'il n'y a pas un équilibre rachidien idéal. Est-ce que ça va nous rajouter quelque chose de mieux? Je ne le vois pas, mais peut-être que toi, tu l'as vu, monsieur Guy. Non, mais on peut interroger Marc Califé qui est en train d'utiliser son portable, puisqu'il a beaucoup travaillé sur ça. Non, mais il a beaucoup travaillé sur ça. Monsieur. Merci, monsieur. Moi, quand j'ai vu le cas, ce que j'avais envie de dire, c'est qu'il fallait peut-être pas non plus prendre en compte que l'alignement des vertèbres. C'est un peu un spoil de la présentation tout à l'heure. Quand on voit le volume de la patiente aussi avec le gros ventre qu'elle a, ça peut aussi dire que ça peut mettre plus de contraintes vers l'avant et faire qu'elle part vers l'avant. Et effectivement, on a déjà beaucoup d'angles et peut-être que le tilt de C2 sur on peut faire une tilt de C2 sur l'UIV, ça fait à peu près la même chose, quoi. Les Américains utilisent beaucoup plus ça, je crois, les pelvic angles sur chaque vertèbre. Bon, on reste dans la même thématique avec Sébastien. Bonjour à tous, rebonjour. Même thématique, mais pas la même population. Donc on va parler je vais vous rapporter les résultats de cette étude sur l'influence de la forme du rachis fusionné, notamment des angles segmentaires, sur la survenue d'une syphose jonctionnelle chez les adolescents. Donc dans la sclérose idiopathique de l'adolescent, une déformation tridimensionnelle, y compris du plan sagittal, qui nécessite d'être corrigée
probablement non pas pour améliorer les résultats fonctionnels, mais surtout pour diminuer le risque de complications mécaniques. Et parmi elles, la syphose jonctionnelle est une des complications qui est la plus fréquente, en tout cas la syphose jonctionnelle radiographique, puisqu'elle est décrite comme survenant dans 15 à 20% des cas. Il y a plusieurs études qui ont été faites, dont celle d'Emmanuel Ferrero et du GES en 2018, qui montraient qu'il y avait probablement quand même une influence de l'alignement sagittal global, puisqu'il y avait plus de PGK quand il y avait trop de lordose et pas assez de restauration de syphose. Donc il faut un bon équilibre entre les deux. Et une migration proximale du point d'inflexion, ça a surtout été démontré chez les adultes. Donc notre question, c'était de savoir quel était le rôle des courbures segmentaires au sein du rachis fusionné. Et donc on a voulu étudier l'impact des paramètres sagittaux post-opératoires sur la survenue de PGK chez des adolescents opérés pour une sclérose idiopathique. Donc on a recruté 200 patients opérés d'une sclérose idiopathique qui avaient moins de 18 ans au moment de la chirurgie, un recul d'au moins 2 ans, et une arthrodèse vertébrale postérieure qui incluait la zone thoracique. Et on a exclu les scolioses non idiopathiques et les antécédents de trauma rachidien. Donc en termes de mesures radiographiques, on a sur des EOS mesuré donc la syphose et la lordose T1, T12, L1, S1, et on a subdivisé ces segments en sous-segments, donc la syphose thoracique proximale entre T1 et T5, la syphose thoracique intermédiaire entre T5 et T9, ça rajoute encore des angles, la syphose thoracique distale entre T9 et T12, et la lordose en proximale et distale avec comme point de jonction le plateau supérieur de L4. On a aussi calculé la lordose lombaire théorique qui a été publiée par Jean-Charles Le Huec, selon cette formule en fonction de l'incidence pelvienne. Les PGK, on les a étudiés. Enfin, notre critère principal de jugement, c'est la survenue d'une PGK au dernier recul, selon les critères habituels de Gleitz. Et donc, au total, sur 200 patients, on en a 44 qui ont présenté une PGK radiographique, donc ce qui représentait 22% de la cohorte. Les groupes étaient comparables en termes de sexe, d'âge, d'angle de cobe préopératoire et de longueur de l'instrumentation. Et sur le calcul de facteurs de risque, on avait des facteurs de risque qui étaient liés au niveau de fusion et notamment une fixation proximale en dessous de T2 augmentait le risque de PGK, une fixation distale en dessous de L3 augmentait le risque également. On avait des risques liés aux courbures sagittales, donc en termes de courbure segmentaire, la syphose thoracique intermédiaire inférieure à 15 degrés était un facteur de risque de survenue de PGK. Et de façon un peu plus globale, la syphose thoracique entre T5 et T12 inférieure à 10 degrés était aussi un facteur de risque de PGK au dernier recul. Et une lordose lombaire supérieure à la lordose théorique était aussi un facteur de risque. À 2 ans de recul, à noter qu'on avait une corrélation significative entre l'angle de lordose lombaire proximale, entre L1 et le plateau supérieur de L4, et l'angle de syphose jonctionnelle. Donc les conséquences de l'alignement post-opératoire, si on a une restauration insuffisante de la syphose thoracique et une augmentation de la lordose lombaire et notamment de la lordose à un endroit qui devrait être en syphose, on va provoquer un alignement trop postérieur pour lequel le malade va compenser pour se rééquilibrer avec la survenue d'une PGK. Donc c'est des mécanismes qui commencent à être maintenant mieux compris. En termes de niveau de fusion, on avait plus de PGK quand on avait une arthrodèse qui descendait en dessous de L3, ce qui rejoint les travaux de Jean-Luc Clément et de Federico Sola qui montraient que la partie proximale de la lordose était probablement une variable d'ajustement de la posture et que quand on la fusionnait et qui plus est en mauvaise position, on augmentait le risque de PGK. Donc en conclusion, la PGK est une complication mécanique fréquente après arthrodèse vertébrale postérieure chez l'adolescent. On a une vingtaine de pourcents dans notre série, qui est un peu une série historique qui colle avec la littérature. C'est probablement un phénomène multifactoriel. Notre étude montre encore une fois que la PGK chez l'adolescent est un mécanisme de compensation pour un alignement trop postérieur et qu'il était important de restaurer de la syphose particulièrement à l'apex entre T5 et T9 et de ne pas trop lordoser ces patients sur la lordose globale mais aussi sur la partie de lordose lombaire qui est instrumentée. Merci. Des remarques ? Merci Sébastien pour ce vaste sujet. Un de tes critères, c'était les niveaux de fusion.
Du coup, est-ce que tu as changé tes pratiques sur tes niveaux de fusion ? Non. Non, si. Alors, il y a plusieurs remarques, il y a plusieurs choses. En fait, c'est ce que je disais. C'est une série un peu historique parce que c'est des patients qui n'ont pas été opérés récemment. Et effectivement, on a changé plusieurs choses. Alors, bon, les niveaux de fusion, je ne suis pas certain que ce soit très justifié de modifier les niveaux de fusion pour diminuer le risque de PGK parce que le principe, c'est quand même de corriger la déformation. Enfin, le plus important, c'est probablement de corriger la déformation frontale et que les niveaux de fusion, si on fait trop court, on peut avoir une gîte coronale ou une correction de l'angle de Cobb qui est moins bonne. Par contre, ce qui est important, à mon sens, c'est surtout d'avoir une forme de rachis fusionné correcte et notamment de pas trop lordoser la charnière thoracolombaire, notamment la partie distale de la syphose thoracique, qui est sur les exemples qui sont passés un peu vite, mais en fait c'est surtout ça qu'on cherchait, qu'on n'a pas réussi à montrer. Mais quand on met trop sur des fusions qui s'arrêtent en L2, L3, en fait probablement qu'il faut quasiment pas lordoser la tige. Et la laisser plate. Du coup, vous avez changé ça dans vos pratiques, vous avez mis moins de lordose distale sur votre cintrage, et vous avez changé vos méthodes de correction sagittale à l'APEX ? Plus de Smith, plus d'arthrectomie, des tiges sur mesure, des types d'implants. Alors oui, mais alors ça rejoint un peu un autre sujet, mais oui, effectivement, là, moi en tout cas, je fais de la translation postéromédiale, je mets des liens ce qui a l'avantage aussi de faire ouvrir le ligament jaune. Donc du coup, ça fait un release du ligament jaune, ce qui aide à allonger la colonne postérieure et donc à redonner de la syphose thoracique. On peut très bien y arriver aussi avec des ancillaires, avec des vis, quoi. Mais voilà, je pense que, à mon sens, le message, ce qu'il faut retirer de cette com, c'est que voilà, il faut les syphoser, c'est une chose, mais c'est pas forcément toujours facile, notamment à l'apex de la déformation. Mais il faut surtout pas trop les lordoser, quoi. Au-dessus et en dessous. Monsieur De 16. Oui, j'avais une question un peu à l'ensemble de la communauté chirurgicale. Je me rappelle d'un congrès où on parlait de ça, de ces PGK, et il y avait un débat sur la terminaison. Là, vous montrez que des terminaisons en vis, et certains soutenaient l'idée que des terminaisons hautes en crochet permettaient d'économiser ce PGK. Je voudrais savoir ce qu'il en est. Oui, c'est un autre débat aussi. Alors, c'est surtout des montages qui se terminent en crochet, là. Mais oui, effectivement, le fait d'avoir ce que les anglo-saxons appellent un soft landing, un gradient de rigidité qui est un peu moins important. Bon, je suis pas certain que c'est une grande influence sur les PGK, puisque de toute façon, à la fin, ils sont fusionnés, les malades. Donc, à moins qu'il y ait un ajustement dans les premiers mois post-opératoires, je sais pas. Je pense qu'il y a deux choses sur les implants. Les études cliniques sur les implants ont montré, notamment sur les populations d'idiopathiques, que ça n'avait pas de grand rôle. Qu'effectivement, le rôle principal, c'est la correction sagittale, pas trop ni trop peu. Après, il y a des populations différentes. Et dans les facteurs de PGK chez l'adulte, il y a aussi les facteurs liés aux patients, avec la sarcopénie, l'ostéoporose, etc. Et dans ces cas-là, la question du soft landing, elle se pose, mais la réponse, on ne l'a pas encore. Parce que c'est quand même pas les mêmes mécanismes. Chez l'adolescent, c'est des PGK ligamentaires. Enfin, c'est vraiment les tissus mous, quoi. Alors que chez l'adulte, il y a beaucoup plus de fractures, de choses comme ça, et qui, là, peut-être, sont favorisés par les implants. Juste une petite question. Tu utilises des tiges précintrées ? Non. Et pourquoi ? Parce que, alors oui, c'est une bonne question. C'est compliqué de répartir les courbures. Alors, quand on s'astreint à corriger le plan sagittal sur des courbures d'adolescents, on se rend compte quand même que les tiges se déforment énormément. Donc en fait, si on prend une tige qui est précintrée exactement à la forme de rachis qu'on veut, à la fin de l'intervention, elle a souvent plus la même forme, elle s'est aplatie. Alors ça voudrait dire qu'il faudrait les surcintrer, il faudrait pouvoir prédire le pourcentage d'aplatissement. Bon, je sais pas, non, nous on le fait pas. Là, on va changer un peu de sujet, on va parler de l'intelligence artificielle et l'apport que ça va pouvoir... Vous m'entendez ? L'intelligence artificielle et l'utilité qu'on peut en avoir dans notre pratique, dans nos analyses, notamment les analyses scientifiques. Juste pour faire un petit rappel sur l'intelligence artificielle, tout le monde la connaît, mais sans vraiment bien la connaître. Donc j'ai un petit peu regardé dans ChatGPT pour savoir la définition
de l'intelligence artificielle. Elle est définie comme un ensemble de technologies qui permettent aux machines de simuler certaines capacités humaines, comme apprendre, raisonner et résoudre des problèmes. Elle repose sur des algorithmes, c'est important, et des données, pour exécuter des tâches automatiquement. Et ChatGPT rajoute parfois mieux et plus rapidement qu'un humain. Je pense qu'il y a un petit ego aussi de l'intelligence artificielle. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est l'humain qui va définir des algorithmes, qui va appliquer à des données, et puis après, ça va s'auto-entretenir, auto-alimenter. Il y a plusieurs types d'intelligence artificielle, et celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le machine learning que vous voyez en haut à gauche. Mais en gros, celle qu'on utilise au quotidien, c'est essentiellement la machine learning. Ça va être l'intelligence artificielle génératrice qui va produire des contenus. Par exemple, vous dites j'aimerais qu'on me crée une présentation. Et ça, c'est du machine learning qui va vous permettre de créer une présentation de toute pièce. Celle-là, je l'ai faite moi-même. L'intelligence artificielle dedans, donc on a dit, on a l'apprentissage automatique et donc le machine learning qui va nous permettre de faire des classifications automatiques, et ça va être le sujet de mon topo. Et si on va encore un peu plus loin dans le machine learning, on a aussi les réseaux de neurones et le deep learning. C'est vraiment le machine learning, le master chef du machine learning. Comment fonctionne le machine learning? Ça va expliquer un petit peu la méthode de notre étude. En gros, on fournit des données, par exemple des images de radio pour détecter une fracture. On applique un algorithme qu'on décide, nous, comme validé. On l'applique pour faire des prédictions. Donc on dit s'il y a une fracture ou non. Et après, on compare avec la vérité. Donc il y a un médecin qui va... Donc ça, c'est le test. Un médecin va confirmer si la prédiction de l'algorithme est vraie ou non. Et enfin, l'algorithme, il va ajuster ses calculs en fonction de la réponse du médecin. Et on répète ça, le processus, des milliers et des millions de fois. Et au bout d'un moment, le machine learning va moins se tromper. Donc l'application, nous, pour essayer de répondre à notre question, c'était est-ce que le machine learning peut déterminer le traitement le plus approprié pour un patient donné à partir de ses données initiales? Ce qui nous arrangerait finalement pas mal, parce qu'en fait, quand on voit un patient, on a un certain ressenti par nos expériences, par l'expérience de nos prédécesseurs, de l'apprentissage qu'on a eu, l'éducation. On va dire, ah ben celle-là, ok, elle a une valeur angulaire qui est forte et chirurgicale, mais cette patiente, je ne la sens pas. Et ça, est-ce que le machine learning peut nous apporter une réponse un peu plus scientifique, un peu plus élaborée? Et la deuxième question, c'est est-ce que cette prédiction s'aligne sur une réelle amélioration clinique? Donc le fameux MCID, et tout le monde connaît. Donc la première étape, c'est un travail qu'on a présenté l'année dernière, c'est de faire une classification automatique des patients ayant des déformations en groupes homogènes. On ne va évidemment pas traiter de la même manière un adulte dégénératif déformé de 60 ans avec une adulte idiopathique qui ressemble à une adolescente idiopathique à 45 degrés en thoracique. La deuxième étape, c'est de faire une prédiction du traitement dans chaque groupe et d'essayer de comprendre la prédiction d'amélioration clinique qu'on peut en attendre du traitement. Donc la méthodologie de l'étude, pour faire rapide, c'est une étude rétrospective sur des données prospectives, multicentrique. Donc on est chez une population adulte qui répond aux critères ASD qu'on connaît tous. La première étape de processus de classification automatique qui s'est fait par la classification hiérarchique ascendante. Bon, c'est la méthode. Et ça nous a permis de définir 3 groupes et je vais passer rapidement. Et enfin, après le machine learning qu'on va appliquer, on fait 80% d'entraînement, 20% de tests. Première étape, on va essayer de prédire si la prise en charge devait être chirurgicale ou non chirurgicale. Et la deuxième étape, c'est est-ce que la chirurgie ou le traitement conservateur apporte une amélioration clinique significative avec le MCID. Donc ça, c'est la première étape, le clustering. Ce qu'il faut savoir, c'est que le clustering, il dépend des variables au départ. Donc là, ce sont les variables qu'on a définies pour notre algorithme et après on l'a fait tourner. Et on obtient 3 types de patients finalement qu'on connaît, que nous on ressent en consultation, mais là sont bien définis de façon scientifique. On a le cluster numéro 1, ce sont les jeunes, c'est une moyenne de 30 ans, avec des COB élevés, donc c'est vraiment des déformations frontales, ça va être les idiopathiques. Et ils n'ont pas de déséquilibre sagittal, en tout cas pas pour le moment. Donc ça, c'est le groupe 1. Le groupe 2, ça va être les patients un peu plus âgés, 60 ans, et qui ont un déséquilibre sagittal modéré, en tout cas faible. Et enfin, le cluster 3, ça va être les patients âgés également, mais là, pour le coup, le déséquilibre sagittal est important. Deuxième étape, les prédictions.
Dans le cluster numéro 1, donc c'est les jeunes, c'est essentiellement les scolioses idiopathiques, on voit que sur 675 patients, on a opéré 150. Sur les opérés, donc nous, au final, ce sont des datas de patients opérés. Sur les opérés, le machine learning nous dit que lui, il n'aurait pas opéré 57% de nos patients. Nous, on en a opéré 100%, et le machine learning, il dit, non, traitement conservateur dans 57%. OK. Et maintenant, parmi ces gens qui auraient dû avoir un traitement conservateur, mais qu'on a quand même opéré, seulement la moitié atteignent le MCID. Seulement la moitié sont améliorés. Mais finalement, ceux qu'on a opérés, et qui auraient dû être opérés par la prédiction du machine learning, il y a 75% qui sont améliorés, donc un peu plus, donc on est plutôt content, on les a opérés, on a eu raison de les opérer, ils vont un peu mieux, mais c'est pas parfait. Ça, on va l'expliquer après, mais peut-être parce que dans cette population, vous avez vu, ça dépend quand même des variables décrites initialement, et là, c'était essentiellement des variables cliniques et des variables radiologiques, et on ne prend pas en compte les facteurs socio-économiques, le travail, l'impact de la... Il faut que je me dépêche. Cluster numéro 2, on en parle après. Cluster numéro 2 et numéro 3, c'est à peu près la même chose, mais ce qui est intéressant, je vais rapidement au résultat important, c'est que chez ces patients, on en a opéré... Les patients qu'on opère, ils vont globalement mieux, mais le résultat le plus important, c'est que les patients que le machine learning a dit qu'il ne fallait pas qu'on opère, ils vont vraiment pas bien. Il y en a seulement 15% qui vont avoir le MCID, ce qui veut dire que 85% des patients qu'on a décidé d'opérer n'auraient pas dû être opérés, on les a opérés, on n'aurait pas dû poser l'indication. Et ça, je pense que c'est vraiment l'apport du machine learning, c'est de nous dire, là, on n'avait peut-être pas, nous, à l'interrogatoire, la capacité de dire si ce patient allait bénéficier ou avoir un profit de la chirurgie. Conclusion, c'est ma dernière diapositive. Donc finalement, la prédiction de chirurgie, là, cette étude nous dit que quand on a prédit une chirurgie, ils vont globalement mieux, donc ça nous rassure. Chez le cluster 1, c'est imparfait, donc va falloir qu'on mette en place du recueil de données, notamment sur les valeurs socio-économiques, l'impact professionnel, etc. Parce qu'à mon avis, il y a une implication de variables qu'on n'a pas inclus dans notre étude. Concernant le cluster 2 et le cluster 3, l'algorithme, il arrive à bien identifier les patients qu'on ne doit pas opérer. Et ça, je pense que c'est important, parce que parfois, on a des patients un petit peu casse-gueule, et peut-être que grâce au machine learning, et plus on va le rendre performant, et plus on va réussir à mieux screener nos patients avant de les opérer et avoir des problématiques derrière. Et enfin, les pistes pour augmenter la fiabilité, et là, on y travaille, c'est donc inclure d'autres variables. Et enfin, essayer d'utiliser une intelligence artificielle contrôlée. Et ça, c'est une intelligence artificielle un petit peu plus poussée, qui, elle, va fixer un niveau de certitude dans ses prédictions. C'est-à-dire que si la prédiction, elle n'a pas un niveau de certitude important, et bien dans ces cas-là, elle ne va pas le prédire et elle ne nous dira pas quoi faire, quoi. Donc il n'y aura pas d'erreur. Voilà. Des questions? Il y a plein de questions. Vincent. C'est pas une question, je voudrais pas être vexant, mais l'attitude, l'expression consacrée, c'est pas machine learning qui serait l'apprentissage des correspondances, mais c'est machine learning qui est l'apprentissage de la machine. Et je vous assure. Oui, et l'autre question, enfin ça c'est une question, qu'est-ce que vous utilisez comme système? On n'a pas très bien compris, c'est ChatGPT? Non, pas du tout. ChatGPT, c'est apporté à confusion. Non. Pour le clustering, ça a été la classification ascendante hiérarchique. Donc c'est un algorithme qui est appliqué au machine learning. C'est pas du tout ChatGPT. Non. En fait, on a un attaché de recherche clinique qui est plutôt très performant dans ce domaine et qui utilise beaucoup de logiciels adaptés et validés scientifiquement. Donc, moi, j'ai bien compris le clustering, parce que c'est quelque chose qui est assez classique. Mais dans les autres analyses, quelle data vous mettez dedans? C'est ça la question. C'est les mêmes data que le clustering. Non, mais vous dites, j'ai opéré des malades qui vont bien, ou il y a des malades qu'on n'a pas opérés qui vont très mal. Ok, mais quelle data vous mettez pour ça? Des data cliniques, des data... Alors là, en fait, on a analysé l'amélioration clinique, c'est sur le MCID de l'ODI et du SRS-22. Ouais. Et il y a quoi d'autre comme données? Il
Il y a des données radiologiques. C'est quoi la base des données? La base de données, donc c'est initialement, on a l'âge, le BMI, c'est vraiment ces variables-là que j'ai affichées. Et en plus de ça, on a l'ODI et le SRS-22. C'est tout. Et en radio? Et en radio, on a essentiellement celle que j'ai présentée. Et par rapport au clustering, par exemple, de nos confrères barcelonais, on a un clustering qui est plus centré, nous, sur la radio, parce que on est plus peut-être sur des valeurs objectives de radio que ne pourraient l'être les Barcelonais, qui sont un peu plus sur la partie clinique. Et effectivement, les clusters sont un tout petit peu restent similaires, mais sont un peu différents, vu que ça dépend des variables initiales, quoi. Et le machine learning, il se base sur ces paramètres-là uniquement pour savoir s'il fallait les opérer ou pas. Oui. Enfin, pour décider du traitement conservateur ou chirurgical. Oui. C'est ça? Oui, oui. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Je l'appliquerai au traitement conservateur, en fait, parce que l'idée, c'est derrière qui peut être intéressante. On a entre 4 et 12% de patients qui échappent au traitement conservateur pour aller vers une chirurgie. Et peut-être qu'on pourrait s'épargner ce temps de traitement conservateur chez ces patients qui vont échapper. Peut-être qu'on le saurait à l'initial. Et ça pourrait être intéressant. Effectivement, en fait, le travail abouti de tout ça, l'idéal, ce serait d'avoir une base de données. Ça reste encore une base de données le plus important. Une base de données universelle où on pousse le machine learning pour éviter qu'elle se trompe et avoir des prédictions vraiment précises. Et du coup, on aurait des patients qui arrivent, qui remplissent leur questionnaire sur à peu près tous les critères du monde, qui ont des critères radiologiques détectés par le machine learning. Et à la fin, on aurait la machine rouge, vert, on opère, on n'opère pas. Ce serait intéressant, quoi. Mais il y a un truc, moi, que j'ai du mal à comprendre, c'est la temporalité là-dedans. Quelle constante de temporalité vous donnez? Parce qu'on a une évolution sur les déformations. Et comment vous l'introduisez? Parce que si on prend un adulte, on sait que tout ça va évoluer. Donc il va ou s'aggraver, ou se stabiliser, ou s'ankyloser. Et comment vous introduisez cette notion de temporalité dans le choix? Parce que le choix, vous le faites à un instant donné. Alors là, je pense qu'il faut qu'on pousse les clusters un peu plus loin, parce que la temporalité, peut-être que vous décrivez, c'est une temporalité qui va exister entre le cluster 2 et le cluster 3. On va avoir des patients qui sont initialement déséquilibrés de façon faible, qui vont le devenir plus importantes avec des facteurs peut-être qu'on ne maîtrise pas, neuromusculaires, etc. Mais là, effectivement, c'est une photographie des patients qu'on reçoit en consultation avec des datas post-opératoires qu'on a manipulées. En fait, je vais faire juste un tout petit commentaire rapide. C'est que globalement, on a deux cohortes. Une cohorte de patients non opérés de 1500 patients qu'on suit depuis 10 ans et qu'on n'a jamais opérés. Ça, c'est la population A. Et on a une deuxième cohorte de patients opérés où il y a 2500 patients qui ont été opérés. Donc au début, on a entraîné la machine sur les patients j'opère pas. Mais ça, la décision, nous, on l'avait prise. Et après, il y a 20% de ces patients que nous, on savait qu'on avait opéré. On les a juste mis pour voir est-ce que la machine nous disait ce qu'on avait fait. Oui. Mais ça j'ai très bien compris. Ouais. Mais la temporalité, c'est cette question que vous ne comprenez pas, parce que vous analysez un malade à un temps donné. Bien sûr. Et vous n'introduisez pas dans la machine le futur du malade. Bah, le futur du malade, c'est-à-dire que si jamais on le fait le traitement conservateur... Bah oui, c'est un instant. De toute façon, c'est toujours un instant donné, une décision chirurgicale. Mais j'entends. Ouais. Mais vous avez besoin d'une aide à la décision. Bah, l'indication chirurgicale, on la prend à un instant donné. Je n'ai pas compris, alors, mais on en reparlera après. Leur cluster, là, il est fait pour savoir si le patient est plus ou moins satisfait de la chirurgie. Le cluster tel qu'il est construit, il ne cherche pas de savoir si ça va corriger une scoliose pendant 30 ans. Il cherche à savoir si les patients qui ont été opérés ou pas sont plus ou moins améliorés fonctionnellement et sur le plan de douleur par la chirurgie dans les mois qui suivent. J'ai bien compris. Ouais. Ouais, Vincent, une dernière question, puis après on va arrêter parce que sinon c'est... En tout cas, c'est intéressant. Oui, c'est un super boulot et c'est vrai qu'on est tous, mais on se rend bien compte que c'est un peu l'âge de la pierre, probablement, que ça va énormément progresser. On fait du machine learning avec les tiges sur mesure et on voit que ça nous apporte pas mal pour imaginer ce qui se passe en dehors des zones opérées. Moi, j'ai juste une remarque du quotidien, c'est que moi, souvent, je prépare avant de recevoir un patient en consultation tout son dossier, son imagerie, etc. Et j'imagine un scénario et il est presque toujours faux. C'est-à-dire qu'après, on rencontre un patient qui a sa vie, on rencontre un être humain et qui est vraiment jamais celui qu'on imagine.
Donc ça va être vachement difficile, je pense, à rentrer. Bien sûr, c'est là où on peut. En fait, ce serait idéal dans un recueil de data universel. En fait, il faudrait qu'on screene un patient et qu'on sache ce qu'il a dans la tête. C'est quasi impossible. Mais on peut perfectionner ce machine learning déjà en rentrant des facteurs psychologiques, etc. Mais effectivement, ça restera perfectible. Je pense que l'humain, et heureusement, la décision restera du chirurgien et pas la machine. Sinon, on ne consulterait plus. Ce serait peut-être génial pour certains, mais je pense qu'il va falloir qu'on continue de consulter. Mais, merci. Bon, il faut passer. Allez, on appelle Marc Califé. Bon, donc bonjour à tous, les deux sont issus de mon projet de thèse de science où on avait analysé une cohorte de sujets sains. Et donc la première étude porte sur l'évolution de l'alignement postural corps entier en fonction du sexe et de l'âge. Donc certaines études ont étudié déjà la différence d'alignement entre les sexes, mais il n'y a pas vraiment d'études sur la différence du vieillissement, donc en prenant à la fois le sexe et l'âge en compte. Et donc l'objectif de cette étude était d'étudier les variations d'alignement en fonction de l'âge et du sexe, vous l'avez bien compris. Donc le protocole, c'était d'inclure des volontaires sains qui avaient tous bénéficié d'une stéréoradiographie en freestanding position. On a ensuite reconstruit de façon tridimensionnelle le rachis de C3 au sacrum, le bassin et les membres inférieurs. Et ensuite, pour cette étude, on avait divisé la cohorte en 5 groupes, enfants, ados, jeunes, âge moyen et seniors. Bon, les paramètres qu'on a étudiés, c'est assez classique. On a regardé la lordose lombaire qui était mesurée donc, avec la LL max, donc le point d'inflexion jusqu'au sacrum, la lordose distale de l'apex lombaire jusqu'au sacrum, et proximale du point d'inflexion jusqu'à l'apex. La syphose thoracique, on a redivisé en 3, comme nous a montré Sébastien tout à l'heure. La lordose cervicale, les paramètres d'alignement globaux du rachis, les paramètres pelviens, bien sûr. On a également regardé la compensation des membres inférieurs, qu'on ne va pas trop détailler au final là dans les résultats de la présentation. Bon, on a décrit la cohorte, bien sûr, puis on a comparé donc l'alignement entre les deux sexes. Et donc les résultats, on a inclus 861 sujets dans la cohorte. L'âge moyen était relativement jeune, 34 en moyenne. Et ce qu'on a vu en ce qui concerne la position de l'apex lombaire, c'est que globalement, l'apex lombaire était situé autour de L4 pour les deux sexes, donc c'était pareil. Par contre, le point d'inflexion était plus haut en moyenne chez les femmes, puisqu'il était plus souvent localisé en T12 contre L1 chez les hommes, et de même pour l'apex thoracique, avec une localisation préférentielle en T6 chez les femmes contre T7 chez les hommes. Ce qu'on a remarqué également, c'est que l'incidence pelvienne augmentait un peu avec l'âge sur la fin de croissance entre le groupe jeune et le groupe d'âge moyen. Pardon, pas sur la fin de croissance, je confonds. Avec la grossesse, vraisemblablement, on n'a pas recueilli cette donnée-là, puisque le cut-off entre les deux groupes était autour de 25-30 ans. Donc il y a 5 ou 6 degrés de majoration d'incidence pelvienne chez les femmes qu'on n'a pas constaté chez les hommes. Et parallèlement à ça, on regarde là, la lordose lombaire, donc vous avez la lordose globale en haut, distale au milieu et proximale en bas. Et quand on regarde chez les femmes, la souris n'apparaît pas. Vous voyez qu'il y a une augmentation significative de la lordose globale de grosso modo 5 degrés qu'on retrouve uniquement chez les femmes, sur le diagramme en haut à droite. Et chez les hommes, il n'y a pas d'augmentation de cette lordose qui est vraisemblablement la conséquence de la modification des paramètres pelviens. Ce qu'on peut voir, c'est que chez les hommes, il y a également une perte significative de la lordose entre le groupe moyenne, middle age, et senior, qui est à 60 ans. Significative pour la lordose globale, la lordose distale et la lordose proximale, tandis que chez les femmes, il n'y a pas de baisse significative de la lordose proximale quand on passe à l'âge le plus avancé dans cette étude. Ce qu'on a vu également, c'est que la syphose thoracique augmentait avec l'âge et que cette syphose devenait plus importante chez l'homme que chez la femme, tandis qu'elles étaient initialement comparables dans les deux groupes. Et que l'alignement, les marqueurs d'alignement globaux indiquaient un alignement plus antérieur chez les hommes que chez les femmes. En conclusion, la variation d'alignement dépend du sexe. Les femmes ont un alignement qui est moins antérieur. On constate une augmentation d'incidence pelvienne qui est vraisemblablement liée à la grossesse autour de 25-30 ans, avec une augmentation de la lordose lombaire et une syphose thoracique qui se majore dans les deux sexes, mais plus chez les hommes, ce qui fait qu'elle devient plus importante chez les hommes. Merci. Donc j'enchaîne. Et donc la deuxième étude, c'est l'analyse de l'alignement postural corps entier par la barycentrométrie. Donc
on sait que l'incidence pelvienne ne permet pas de définir l'alignement global de la colonne vertébrale. On peut définir la lordose lombaire, ça c'est déjà bien connu. Qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte dans la définition de l'alignement global. Hein. On vient de voir que le sexe avait un impact sur l'alignement, l'âge également, mais il y a également l'ethnie. On s'est posé la question du rôle de la morphologie corporelle dans la définition des courbures rachidiennes. Et donc, avec la stéréoradiographie, on peut faire de la barycentrométrie, qui est donc l'analyse des centres de masse, qui permet de calculer le centre de masse du corps entier, mais on peut également diviser le corps en différentes régions et même en différents segments du tronc, notamment au niveau de chaque niveau vertébral. Et donc, l'objectif de cette étude, les objectifs étaient d'étudier l'influence de ces centres de masse, enfin la relation entre les paramètres spinopelviens et les centres de masse, et étudier l'effet de la morphologie sur les différentes courbures rachidiennes et la position des centres de masse. Le protocole, c'est le même. Ici, on a exclu les patients qui avaient des anomalies transitionnelles pour être sûr de ne pas avoir avoir une bonne reproductibilité de la mesure d'incidence pelvienne. Et donc, en plus, là, on a reconstruit l'enveloppe corporelle qui était l'étape nécessaire pour pouvoir estimer la position des centres de masse. Bon, les paramètres, ce sont les mêmes, ceux-là aussi. Et donc, ce qui est nouveau par rapport à la première étude, c'est donc les données barycentrométriques. Donc là, on a représenté le centre de masse du segment de corps au-dessus de la vertèbre de l'apex lombaire, au-dessus du point d'inflexion et de l'apex thoracique. On peut également analyser le centre de masse du corps entier. Et on a également analysé 3 distances, mais on va principalement focaliser sur la distance lombaire, qui était en fait la distance entre le point antérieur de l'enveloppe corporelle à l'horizontale de la vertèbre de l'apex lombaire, ce qui nous a permis d'estimer un petit peu l'effet du gros ventre sur l'alignement postural corps entier. Nous avons donc décrit la cohorte, on a recherché des corrélations entre les différents paramètres d'alignement et les centres de masse. On a également fait les analyses univariées puis en multivariées. On a étudié l'effet du gros ventre en mesurant la corrélation entre la distance lombaire et les différents paramètres d'alignement. On a fait donc les régressions linéaires comme j'ai mis au-dessus. Donc ce qu'on a vu, ça confirme un peu les idées que tout le monde a, hein, c'est que quand on a une augmentation de la lordose lombaire, on va avoir une projection en arrière du centre de masse qui va être situé au-dessus de l'apex thoracique, ce qui pourrait avoir une éventuelle implication dans la survenue de complications mécaniques dans la chirurgie de déformation rachidienne. Pardon, j'ai oublié de vous dire, donc on a inclus 124 patients de 20 à 88 ans. Et si on a une importante syphose thoracique, on va avoir un centre de masse au niveau du point d'inflexion qui va être aussi décalé en arrière. On n'a pas retrouvé d'association entre les différents paramètres de masse et le rachis cervical. On a regardé également l'ODHA qui permet d'évaluer l'alignement global du rachis mesuré entre C2 et le bassin. Et on a vu qu'il y avait une très forte corrélation entre l'ODHA et les différents paramètres de centre de masse analysés dans cette étude. Et enfin, pour l'effet gros ventre, donc si la distance à l'apex lombaire augmente, on va avoir une translation antérieure du centre de masse du corps entier, ce qui va être donc, on vient de le voir, associé à un ODHA qui sera plus grand, qui sera plus antérieur, qui traduit donc un alignement global vers l'avant du rachis. Et en termes de courbure rachidienne, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a une diminution de la lordose lobaire de façon distale, mais donc sur chacun de ces deux composantes, la lordose distale, mais également la lordose proximale. On va également avoir une majoration de la syphose thoracique, un peu moins marquée. Et en réponse à ça, il y a un mécanisme de compensation qui est enclenché, qui est une augmentation de l'extension de hanche. En conclusion, donc, si on a une forte lordose lombaire maximale, on va avoir une translation en arrière du centre de masse de la partie du corps au-dessus de l'apex de la syphose thoracique, ce qui peut avoir peut-être un impact sur la survenue des PJK. On a une forte corrélation entre l'ODHA et les différents paramètres de centre de masse, ce qui peut peut-être en faire un critère de substitution, prendre avec des pincettes. Et enfin, l'effet gros ventre, c'est si on a un ventre qui est plus gros, on va avoir une translation antérieure du centre de masse avec un ODHA qui sera plus grand, une diminution de la lordose lombaire, une augmentation de la syphose thoracique et une compensation par une hyperextension de hanche. Merci de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ?
Je voulais remercier Marc pour le dernier travail, très beau, qui prolonge les travaux anciens sur la barycentométrie. J'ai une petite question pratique. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Est-ce que c'est un outil qu'avec la machine EOS habituelle, on peut faire, ou il faut quelque chose de très particulier? Alors, je vois qu'il y a Wafa dans le fond de la salle. Je ne sais pas si elle répondra peut-être mieux que moi à cette question. J'ai travaillé sur un équivalent du logiciel EOS, mais de la version locale de l'ENSAM. Je ne sais pas si c'est un truc généralisable. Wafa, je pense que tu sauras mieux que moi. Merci. Oui, pour l'instant, c'est un outil de recherche, donc qui est utilisable, mais c'est un outil de recherche qui ne fait pas partie de la, on va dire, de la suite EOS. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut prendre de manière rétrospective les radios EOS. Si elles sont prises en freestanding position, elles peuvent toutes être analysées avec cet outil. Par contre, pour l'instant, ça prend quoi? Un quart d'heure, 20 minutes quand même. Donc, en recherche, c'est tout à fait utilisable. Et on est en train de travailler pour automatiser complètement cet outil parce que je pense qu'en routine clinique, ça peut être utile. Mais pour l'instant, donc, c'est un peu long. Mais on y travaille très activement. Monsieur Garbi qui va nous parler de l'alignement coronal et sagittal normal comparé aux scolioses à faible angulation. Bonjour, je suis Ahmed Garbi, ancien interne à Strasbourg, et je vous présente notre travail en collaboration avec le CHU de Bordeaux, intitulé « Alignement coronal et sagittal normal comparé aux scolioses à faible angulation ». L'analyse de l'alignement coronal se limite souvent au gîte de C7 et à l'angle de Cobb. La littérature est peu fournie dans ce domaine avec un ratio de 1:3 sur PubMed par rapport à l'alignement sagittal. On n'a pas trouvé d'études qui étudient de manière globale les paramètres coronaux, à part des études qui évaluent de manière sporadique 2 ou 3 paramètres coronaux. Et on assiste à un gain d'intérêt pour ces paramètres coronaux avec la classification de M. Obeid du déséquilibre coronal. Une étude détaillée tenant compte et du plan coronal et du plan sagittal et de l'âge des patients pourrait être utile pour la planification des chirurgies de déformation rachidienne. On s'est posé alors 4 questions. Premièrement, quelles sont les valeurs normales de ces paramètres de l'alignement coronal? Quelle est l'influence de la scoliose modérée pour ces paramètres coronaux? Quelle est l'évolution de ces paramètres en fonction de l'âge? Et est-ce qu'il y a une corrélation entre les paramètres coronaux et les paramètres sagittaux? Pour ce faire, on a réalisé une étude transversale portant sur 376 patients, dont 236 sans scoliose et 140 avec une scoliose modérée inférieure à 35 degrés. On a exclu tout antécédent de chirurgie ou d'anomalie rachidienne antérieure, à part une simple dissectomie, toute scoliose dégénérative, toute arthroplastie de la hanche, et on a réalisé à tous les patients des radios du rachis entier avec reconstruction 3D en utilisant le logiciel KOPS, puis un calcul des paramètres et sagittaux et coronaux sur les modèles 3D. On s'est intéressé pour les paramètres coronaux, des paramètres globaux, des paramètres pelviens et lombaires et des paramètres de l'équilibre des épaules. Et on a dressé 7 ABAC de valeurs normatives qui, contrairement à ce qu'on peut penser, ne reflètent pas une droiture parfaite dans le plan coronal, mais par exemple pour l'obliquité pelvienne, on a une valeur moyenne de 1,7 degré, dont Ali Reza a noté une valeur normale de 2 degrés chez la population saine. De même pour l'inclinaison de L4 et l'angle coronal T1 bassin que Zhang avait étudié. Deuxièmement, pour l'influence de la scoliose modérée, on n'a pas retrouvé de différence significative entre les groupes normal et scoliose modérée, sauf pour l'angle coronal T1 bassin, le DCSVL et l'inclinaison de L4 qui reste plutôt inférieur au seuil d'interprétation radiologique. Qu'est-ce qu'il en est de l'âge ?
on n'a pas trouvé de différence pour les différentes classes d'âge, contrairement aux données de la même série pour l'équilibre sagittal, qui concorde très bien avec ce qui est très bien décrit dans la littérature pour l'équilibre sagittal. Pour la corrélation entre plan coronal et plan sagittal, les coefficients de corrélation étaient entre 0 et 0,2, ce qui reste très faible pour en tirer des conclusions. Cette étude a des limites, dont les principales sont l'absence d'évaluation fonctionnelle et l'absence de suivi dans le temps. Pour pallier à ces limites, j'ai commencé à développer un réseau social qui recueille de manière automatique les scores fonctionnels à long terme. Donc, si quelqu'un est intéressé de collaborer dans la suite du développement de cet outil, il est le bienvenu de me contacter. Pour conclure, nous avons établi un ABAC de valeurs normatives pour le plan coronal. Il n'y a pas de modification en fonction de la scoliose modérée des paramètres coronaux. Il n'y a pas de modification en fonction de l'âge et on ne retrouve pas de corrélation évidente entre paramètres coronaux et paramètres sagittaux, ce qui nous pousse à insister encore à donner la même importance pour l'alignement coronal que l'importance qu'on accorde à l'alignement sagittal. Merci. Merci. Peut-être le temps pour une toute petite question. Alors, on a essayé de développer une nouvelle méthode de mesure radiologique des tiges. On a beaucoup parlé des angles sur les vertèbres, etc., sur l'équilibre sagittal et coronal. Et nous, on a voulu vraiment se concentrer sur la mesure de tiges. Ce qu'il faut savoir, c'est que les courbures de tiges, dans la littérature, les résultats ne sont pas très francs. On a essayé de regarder s'il y avait une corrélation entre la lordose de la tige et la lordose des courbures. Certains auteurs vont dire que oui, certains auteurs vont dire que non. Un des éléments de réponse sur cette discordance dans la littérature, c'est peut-être sur la méthode qui va différer en fonction des articles. Et du coup, notre objectif principal, c'est de présenter et valider une nouvelle méthode standardisée de mesure de courbure de la tige dans le cadre des formations de l'adulte. Alors, population et design, ça concernait des personnes de plus de 10 ans. C'est essentiellement des patients bordelais. On a choisi 20 patients idiopathiques et Sherman, 35 patients adultes déformés. J'expliquerai pourquoi, mais 20 et 35, ça a été choisi pour avoir une puissance nécessaire pour pouvoir faire notre fiabilité, la fiabilité et valider notre méthode. Et au total, donc, on a mesuré 110 tiges. Les critères d'inclusion et exclusion, on a inclus les courbures instrumentées de T5 à T11. Pourquoi ? Parce qu'en fonction des différences de niveau, on a essayé de garder les niveaux les plus fréquents pour pouvoir les comparer. Donc T5, T11 pour les idiopathiques et Sherman, L1, S1 pour les déformations de l'adulte. Et on a exclu les multitiges et les insuffisances de segments instrumentés, tous les dominos et les superpositions de tiges pour justement valider vraiment la méthode de la mesure de tige spécifiquement. Et après, on pourra l'appliquer aux multitiges dans un second temps. Donc la méthode, on utilise des radios, alors pas forcément les hausses, c'est pas obligatoire qu'elles soient calibrées. Donc on prend une radio de profil de bonne qualité, on applique un graphe orthogonal, donc vraiment un graphique avec des carrés et des coordonnées Y et X. Et l'objectif, c'était pour chaque examinateur de mettre 7 points sur chaque tige. Les points aux extrémités devaient correspondre aux vis qu'on en a défini, donc T5, T11, L1, S1. Et après, les 7 autres points étaient aléatoires en fonction des examinateurs. On a appliqué une régression polynomiale de 3e ordre. Je pense qu'ici, il n'y a que Madame Scali qui sait ce que ça veut dire. Mais globalement, c'est une équation qui permet de bien décrire la courbe, en fait. Et après, on va faire des calculs d'angle des tangentes des différents points pour avoir la mesure de la tige. La fiabilité a été évaluée par 3 observateurs, un chirurgien, en l'occurrence c'était moi, un expérimenté, c'était notre attaché de recherche clinique qui travaille avec nous depuis 10 ans, et un attaché de recherche clinique non expérimenté qui est là depuis 3 mois et qui n'a pas l'habitude des radios.
Les mesures étaient répétées 2 fois à plus d'1 semaine d'intervalle pour limiter les biais de mémorisation. Et après, on a fait une analyse statistique classique des validations de mesures. La fiabilité intra-observateur était plutôt bonne. Elle était au-delà de 0,85. Au-delà de 0,75, on considère que c'est une excellente corrélation. Donc là, on est même au-dessus, donc on est plutôt rassuré. Il y a un léger écart selon les expériences. Le chirurgien était parfois moins fiable sur les idiopathiques. Bon, ben voilà, j'étais moins bonne que les attachés de recherche clinique, mais plus fiable sur les déformations de l'adulte. Là, ça peut peut-être s'expliquer par le fait que nous, chirurgiens, on a peut-être plus l'habitude voilà, des déformations de l'adulte. On voit peut-être un petit peu mieux. Toujours est-il qu'on reste sur une corrélation excellente. La fiabilité inter-observateur était aussi excellente, à 0,98 pour l'intervalle de 0,98, et elle était légèrement plus faible pour le L1 et S1 pour les raisons pour lesquelles je vous parle. Je pense que les chirurgiens, on a peut-être plus d'entraînement sur la visualisation de cette zone chez les adultes, qui peut être parfois un peu difficile à interpréter. La variabilité était de 1,09 degré à 3,76 degrés, ce qui est en dessous du seuil de mesure accepté dans la littérature de 5 degrés. Deux radiologues, lorsqu'ils vont analyser les os, ou des manip radios, c'est pas tellement les radiologues, ils vont avoir un taux d'erreur, enfin une erreur de mesure de 5 degrés, et ça c'est validé. C'est ma dernière diapositive. Donc les points forts, c'est que cette méthode elle est facile à intégrer parce qu'on peut utiliser n'importe quelle radio. Bon, les radios EOS, c'est bien évidemment, mais également des radios, si on a des radios plus anciennes, etc., on peut également faire les mesures. La régression polynomiale, et là je fais complètement confiance à l'attaché de recherche clinique, elle limite les erreurs manuelles. Et c'est adapté à différents niveaux d'expérience. Ce qu'on a vu, on a même une attachée de recherche clinique qui est là depuis 3 mois et qui a réussi à faire les mesures au même titre que le chirurgien. La comparaison avec d'autres méthodes, donc il y a plein de méthodes dans la littérature, mais essentiellement 2 qui ressortent. Il y a la méthode manuelle de faire des tangentes à l'œil nu, donc c'est vraiment des mesures manuelles, et c'est vraiment dépendant en fait de chaque intervenant, donc c'est pas franchement validé. Et il y avait une méthode qu'on a trouvée dans la littérature qui est assez intéressante. La méthode 3D, en fait, c'était une sorte de caméra, donc plusieurs caméras qui faisaient la mesure. Mais là, pour le coup, c'était des équations polynomiales de 5e degré. Encore une fois, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je pense que c'est complexe. Je ne suis pas certaine que ça a vraiment un intérêt d'aller à ce degré de précision. La limite, encore à l'heure actuelle, mais on y travaille, c'est le temps requis pour placer manuellement les points. Je pense que Marc Alifé a fait beaucoup d'analyses. J'ai mis beaucoup de temps, peut-être même plus que les attachés de recherche clinique, parce que je maîtrise moins bien. Ça m'a pris peut-être 20 minutes par radio, c'est long. Et du coup, on travaille sur une calibration automatique et voilà, elle est en train d'être développée. L'implication, c'est vers une standardisation de la mesure de la courbure de tige pour une meilleure comparabilité entre les études, parce qu'une fois que c'est standardisé, on peut peut-être comparer nos études. Voilà. Merci. Merci. Les implications cliniques, du coup, plus que pour la recherche répondre à la question essentielle qui pourrait peut-être nous intéresser. Est-ce que la courbure de tige a un impact sur la réduction? C'est quand même une question qui nous intéresse parce qu'on fait des tiges sur mesure, etc. Donc on est vraiment dans cette réflexion de le galbe de notre tige va influencer la réduction. Et ça, pour le moment, la littérature, elle ne sait pas répondre. Il y en a qui vont dire oui, il y a une vraie corrélation lordose de tige, lordose lombaire. Et à contrario, on a une étude récente dans notre groupe qui prouve que pas du tout, qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux. Et donc, est-ce que c'est en lien avec la méthode? Est-ce que c'est des vraies réponses? On ne sait pas. Si on a une méthode standardisée, peut-être qu'on pourra y répondre de meilleure qualité, quoi. Petite question, que je comprenne, c'est la mesure de la courbure de la tige ou de la projection de profil de la courbure de la tige, qui n'est pas exactement la même chose, parce que si la tige tourne, si on est de profil, elle a la même forme, mais ça ne va pas donner la même projection. C'est juste une question pour comprendre. C'est une très bonne question, et c'est effectivement une mesure 2D de la projection qu'on a sur un profil. Donc aussi, c'est vraiment la forme de la tige sur la projection 2D. C'est une très bonne question. Peut-être que l'étape d'après, effectivement, ce serait d'utiliser l'EOS pour pouvoir faire une mesure 3D. Mais là, on laissera nos scientifiques nous aider.
Il y a les moyens de connexion à la tige aussi qui jouent beaucoup. Si c'est des vis polyaxiales, si c'est des connexions orthogonales, ça peut jouer beaucoup, ça. Bien sûr. C'est sûr. Chers amis, bonjour. Je vous présente un travail réalisé qui consiste à comparer les angles de Cobb selon différentes techniques d'imagerie pour l'évaluation de la scoliose, une revue systématique et une étude clinique bicentrique. Le diagnostic de la scoliose, qui est un symptôme caractérisé par une déformation tridimensionnelle, est souvent fait sur des radiographies 2 dimensions. L'angle de Cobb, lorsqu'il est inférieur à 10 degrés, est considéré comme négligeable. Au-delà de 10 degrés, c'est une scoliose modérée. Au-delà de 30-40, une scoliose sévère. Les différentes méthodes d'imagerie, la radio standard souvent digitalisée, l'EOS et ses possibilités de reconstruction 3D, l'IRM qui est en position couchée, le scanner en position couchée et le scanner et l'IRM en position debout, ce qui est beaucoup plus rare. La problématique, c'est la variation des angles de Cobb mesurés selon ces différentes techniques. Il peut y entraîner des biais de mesure et d'interprétation et donc mauvais diagnostic et mauvaise prise en charge. Cependant, il n'y a pas d'études qui comparent les différentes techniques d'imagerie. L'objectif, c'est donc d'effectuer une revue de littérature systématique pour décrire la précision et la répétabilité des mesures des angles de Cobb selon les différentes techniques d'imagerie. On a fait une recherche systématique, l'angle de Cobb étant mesuré sur les radiographies, la stéréoradiographie et les autres méthodes, et les comparaisons. Études faites sur les bases de données Medline, Cochrane et Embase. Résultat, 2993 références, et qu'il a fallu trier. Et au final, eh bien, on a retenu 36 articles, mais malheureusement, dans ces 36 articles, il a fallu en exclure 24 parce que les mesures n'étaient pas faites dans le plan coronal, ou bien n'étaient pas comparatives, ou bien sur cadavre, ou c'était simplement de la reconnaissance de surface, comme le moiré par exemple. Donc au total, seulement 14 articles ont été retenus. 2 articles comparent l'EOS et le scanner, qui est en position couchée. 12 articles comparent la radio standard versus les autres méthodes. Et en général, l'angle de Cobb mesuré sur les radios ont tendance à être supérieurs à ceux qui sont mesurés sur le scanner et l'IRM, ce qui paraît logique puisque ceux-là sont couchés. L'angle de Cobb avec l'EOS est supérieur à l'angle de Cobb mesuré sur les scanners. La variabilité inter-observateur est excellente pour chacune des publications, quelle que soit la modalité de mesure. Donc la conclusion de cette revue systématique, c'est qu'il y a des variations dans la mesure des angles de Cobb mesurés selon les différentes techniques d'imagerie. L'interprétation des mesures réalisées est donc variable. Les seuils des angles de Cobb utilisés pour le diagnostic est variable. Et le suivi de la scoliose doit être pondéré selon les techniques d'imagerie qui sont utilisées. En conclusion, il n'y a donc pas d'études qui comparent les deux techniques, radio, standard et EOS. Donc on a mis en place cette étude, c'est une étude comparative qu'on a appelée Cobb-EOS, qui collaboration entre le centre Vertebra à Bordeaux et le centre la clinique Santi à Lyon. Cette étude a pour objectif de comparer les mesures des angles de Cobb réalisées à partir des radios standards ou à partir de l'EOS. Et c'est une étude rétrospective, 95 adultes non opérés qui avaient des douleurs lombaires sans indication opératoire, patients qui ont réalisé un EOS et une radiographie à moins de 3 mois d'écart, et la mesure de la courbure pour chaque cliché a été faite par 2 observateurs indépendants. Il y a eu 2 mesures par acquisition et par patient. Donc on a comparé les radios 2D par rapport à l'EOS 2D, les radios 2D par rapport à l'EOS 3D et les EOS 3D par rapport aux EOS 2D. Donc ça a été assez fastidieux, mais tout cela a été réalisé en suivant bien le protocole. Le résultat, c'est que la moyenne des angles de Cobb était de 10 et 11 degrés dans cette analyse. Et donc la moyenne des différences de mesure entre les deux modalités était de 0,7 degrés, plus ou moins 3,8 degrés. Et une excellente variation inter- et intra-observateur. En conclusion, la moyenne de la différence entre les mesures sur radio et EOS est proche du 0,
du fait des différences positives et négatives entre patients. Et la différence entre les deux modalités est expliquée par la position des patients, les modalités d'acquisition, les outils et logiciels et les niveaux vertébraux choisis. Donc, en conclusion, eh bien, il n'y a pas vraiment une différence significative.